Tu fais un pas de côté et te dire ok. Juste, c'est une information. Ok, là, je viens de sortir un petit truc et... Ok. Ouais, c'est qu'il y a Je quelque croyais que chose. c'était réglé, c'est pas le cas. Ouais. Ok, on va corriger, on va affiner le tuner, tu sais, de la radio, là, pour que ça grésille moins. Et voilà, on passe à autre chose. Ouais, mais les mecs en général, désolé. Sam Ah, Sam Qu'est-ce que ça dit de toi? mec, homme. Alors c'est vrai que les hommes. Ah, mais si c'est après, selon la langue Tu fais ce que tu française, veux, américaine, finalement, tu vois, on dit Ah ouais, man. je vais dire les gadgets, alors. Ah, Je mais veux- moi, tu peux, je suis de Marseille à la base. Donc Ouais, les mais gadgets, non. les gadgets, Non, c'est ce ouais, qu'on mais utilisait non. lorsqu'on était plus Ça jeune. vibre nous, pas, hein. je te jure. Tout l'amour que j'ai, je kiffe les Marseillais, mais non. Non, c'est pas- Le mal du siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Géraud, Bonjour Isabella. comment vas-tu? Ok, je vais la faire en mode initié alors. Comment je me sens? Je me sens présent. Tu te sens Et présent? puis il y a de la joie. Et toi, comment tu te sens? Moi, je me sens... C'est le premier réflexe, on va chercher là-haut. Ouais, non, mais en Teste fait... de fermer les yeux, tu vas voir. Ouais, je me connectais à mon dos. Ok. Et en fait, j'en ai plein le dos parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. Non, mais Donc, c'est- en un mot, comment tu te sens? Ouais, comment je me sens? Je me sens bien et fatiguée. Voilà. Ok. Merci de me demander. Du coup, aujourd'hui, donc c'est notre thématique, c'est la colère. Connais pas. Hein? Connais pas. Connais pas? Ok. Justement, donc c'est pour ceux qui veulent savoir qui est Géraud, je vous invite à regarder l'ancien podcast sur les couples. Mais Géraud a aujourd'hui est mentor pour hommes, mais pas que, hein, bien évidemment. Beaucoup de choses aussi, de projets avec sa femme Anissa, sur l'accompagnement aussi des couples. Mais aujourd'hui, on va être focus sur la colère, la thématique de la colère. Alors justement, tu m'as dit, ouais, tu connais pas. Ah. J'ai bien baigné dedans. J'ai encore des petites rechutes. Hein. Ouais, la colère, c'est une émotion que les gens peuvent avoir tendance à rejeter, à se dire. Alors, moi, je parle d'émotions et pas d'émotions positives ou négatives parce que je pars du principe que s'il y a une émotion, c'est juste qu'il y a un message et que ton corps, à ce Absolument. moment-là, il a besoin d'exprimer. La colère, ça reste quand même un sujet tabou. Toi, Ah qu'est-ce que. Ouais. Tu trouves? Ouais, c'est un Ok. sujet. Dans ce que je vois, dans ma perception, on s'autorise pas trop à être en colère parce qu'on a peur du regard de l'autre. On peut avoir aussi peur du regard envers soi-même et se dire j'ai pas réussi à me maîtriser. D'où le passif agressif. Des petites piques comme ça. Ben, le volcan. Ou les gens qui retiennent et qui et d'un lâchent seul tout coup, après. pam, ça explose. Et puis la personne en face de toi, elle se prend tout en pleine gueule et dit attends, je comprends Au pas. Japon, je l'ai bien vu ça. Parce que c'est un peuple qui retient beaucoup et après ils explosent et je comprenais rien. Ouais, la colère, j'ai beaucoup pratiqué. Et j'ai même, je pense à un moment donné, j'étais même en colère après la colère. Tu vois. Ouais. Donc, comme des fois, il y en a qui ont peur de la peur. T'as des gars, tu leur dis, c'est quoi ta plus grande peur? Bah, c'est d'avoir peur. Bah, moi, j'étais en colère après la colère. J'étais en colère après mon père, après ma mère. J'étais en colère après moi, après mon corps. J'étais en colère. Je suis passé par toutes sortes de phases. Hein. Quand est-ce que tu as découvert pour la première fois ce sentiment vraiment de colère où tu t'es dit j'ai pas réussi à le maîtriser? Tu étais jeune, je suppose. Bah, c'était corrélé à la frustration. Ah. La frustration, l'impuissance. La colère est souvent corrélée à l'impuissance, de toute façon. Ce qui met en colère, tu verras souvent des hommes, des fois, qui s'énervent après un homme ou une femme ou un enfant, qui pètent un plomb sur leur gamin, c'est qu'ils se sentent impuissants. Les femmes vont peut-être le faire différemment, mais c'est un sentiment d'impuissance. Chez les hommes que tu accompagnes, cette notion de colère, tu les accompagnes, ils t'en parlent comment? Est-ce que c'est facile pour eux à identifier? En général, ils sont là pour ça, donc ils sont assez ouverts à parler de leur histoire. Ouais. Là où moi, je dois faire du tri, c'est que tu connais les histoires. C'est-à-dire que l'ego est habitué à les raconter. Donc les gens, souvent, les égos adorent raconter leur histoire. Alors tu sais, mon père a eu ça, a fait ça, et puis ma mère, elle a fait ça. Moi, le premier, des fois, je me surprends. Putain, je suis encore en train de raconter mon histoire. Donc c'est à moi de faire un peu le tri, de dire ok, ça, ce que tu viens de dire là, ça m'intéresse. C'est important, c'est la virgule. C'est là l'émotion qui vient de passer. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on a accès à un autre espace. Et là, je peux trouver ce qu'on appelle le black swan, ou l'information derrière l'information, l'intention derrière l'intention. Et c'est là où mon travail, c'est d'écouter et de faire un peu de dentelle. Toi, chez toi, pour donner un exemple, si tu le veux bien, hein, ou alors chez un client, comme tu le veux, à titre d'exemple, là il y avait le point qui était pointé sur la colère, mais en réalité, c'était plutôt sous-jacent, c'était autre chose. C'était quoi? Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Un qui me revient comme ça, on avait parlé avec ma femme, d'ailleurs, c'est elle qui m'a accompagné à mettre ça en lumière. J'étais en colère après mon père au niveau de l'engagement, parce que je trouvais qu'en fait, il aurait dû venir avec nous et faire un truc clair. Enfin, j'ai un peu en colère après lui, parce que je trouvais que la situation avait été un peu bancale quand même. Oui, parce que ton père avait été marié. Il avait une femme officielle et une femme officieuse. Voilà. Et toi, tu étais l'enfant de la femme officieuse. Absolument. Et ma femme, en discutant, on s'est rendu compte que, non, ma mère aussi avait son truc de pas vouloir s'engager, en fait. Et que ma mère aussi, en fait, voulait pas s'engager. Elle me l'avait dit, en plus, elle voulait pas d'homme à la maison. Et ça m'a permis, en fait, de tout de suite avoir plus de douceur vers mon père. Pas plus de colère vers ma mère, mais juste, j'ai eu un rééquilibrage qui s'est fait, un apaisement, en fait. Et ça a permis d'équilibrer les deux. Et c'est marrant parce que
peu de temps après, ma mère s'est mariée pour la première fois à 70 et quelques années, et moi, je me suis marié l'année d'après. Ça m'a permis de me marier moi aussi. T'as une sorte de constellation familiale. Avant l'heure, ouais. Ça, ouais. Je connaissais pas à l'époque la constellation familiale, Ouais. c'est à 8-9 ans. Et en fait, effectivement, quand j'ai apaisé ça, ma mère m'a annoncé quelques semaines plus tard qu'elle allait se marier avec son amoureux de primaire qu'elle avait retrouvé 60 ans plus tard. Et quand elle s'est mariée, en fait, il y a un truc qui s'est apaisé en moi, en fait. Parce que mon père, en fait, s'est toujours engagé. C'est-à-dire qu'il était engagé envers tout le monde. Lui, c'était ça son problème. Il s'est marié, il s'est engagé, il a mis tout le monde sur le testament, il a fait son mieux. Et il n'a pas eu accès au men's work. Dans ce que tu fais aujourd'hui, à travers l'homme, il y a une forme aussi d'accompagnement que tu aurais peut-être aimé avoir aussi plus jeune. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et que finalement, tu offres aux hommes ce que toi, tu aurais aimé qu'on t'offre aussi. J'ai cherché ça toute ma vie, forcément. J'avais des demi-frères et sœurs, finalement, que je côtoyais pas, parce que mon plus grand frère est né en 1942. Donc, tu vois, c'est une différence générationnelle qui est énorme. Oui. On n'habitait pas la même région. Donc, je cherchais l'homme, en fait. Je cherchais mon père, je cherchais les hommes, tu vois, des référents. C'est quoi être un homme, finalement, en 2024? Il n'y a pas de définition, en fait. Autorise-toi à te définir en tant qu'homme, à définir qui tu veux être. Et c'est vrai que d'avoir des référentiels, on a tous besoin de référents. Que j'allais chercher mes référents dans les films, j'avais des mentors même qui étaient morts. Mes mentors, c'était Bruce Lee. Non, c'était Corto Maltese, un écrivain franco-albanais, mais un peu borderline, mais j'adorais ce mec. Et puis il y avait Hugo Pratt, l'écrivain justement de Corto Maltese. Ah oui, Sir Richard Francis Burton. D'ailleurs, Idrissa Berkane, c'est le premier et le seul qui en a parlé officiellement. Mm-hmm. Moi, Sir Richard Francis Burton, je faisais éditer ses livres introuvables chez FedEx à Tokyo il y a 15 ans, tu vois. Et il parle de quoi? C'était un capitaine d'armes, c'était un linguiste à la base, un hurluberlu, un anglais qui avait appris l'arabe, le perse, qui maîtrisait près de 40 langues et dialectes à la fin de sa vie. Donc des hommes touche à tout, des hommes qui dessinaient, qui écrivent, qui sont connectés à leurs émotions, qui vivent une vie pleine, mais qui ont aussi leur côté torturé. Il a été alcoolique. L'alcoolisme, c'est une forme aussi d'échappatoire à des émotions sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de mots. Je sais pas. En constellation familiale, il est dit sur Robert Hellinger, et comme nous on a été formés par Carol Foresta, que toutes les addictions viennent du manque du père, chez les femmes ou chez les hommes. Okay. Donc quand tu vois de gros fumeurs, de gros buveurs, des gens qui sont addicts, c'est que quelque part il y a un manque du père. Et parfois le père a été là, physiquement, mais il n'était pas là énergétiquement, il n'était pas là. Dans la présence, je parle pas physique, mais la présence d'esprit. Quand t'as un père qui est comme ça et son fils lui parle, il dit ouais, va t'habiller, va prendre ta douche, tout à l'heure, il est pas là. Donc on essaie de combler finalement quelque chose qu'on n'a pas eu. C'est ça, c'est ça. Et moi je suis passé par un quasi-alcoolisme social quand j'étais au Japon, où je buvais pas la journée, mais plusieurs fois par semaine. Le soir, je sortais et je finissais vraiment KO, quoi. Et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Si les pères, je peux mettre aussi face au fait que s'il règle pas ça chez lui, il refourgue tout à son fils. Ça, c'est sûr. Ou sa fille. Parce que s'il a une fille, les relations qu'elle aura avec les hommes peuvent être chaotiques. Et puis pour son fils, les relations avec les femmes, ou la paternité, ou peu importe comment son fils vivra, mais ça peut être... il leur fourgue un saut de merde, quoi. Clairement. Si ça ne le comprend pas, il y a aussi la mort. C'est la mort et la santé. C'est-à-dire que la colère, ça peut être un moteur. Tu vois, ça peut vraiment être un kérosène de départ, ça peut être un starter, un booster. Tu sais, parfois, moi, ça m'arrivait quand je vais reprendre ma responsabilité. Le jeu autobiographique, s'il y a bien un espace où les hommes peuvent dire je, c'est avec les initiés, dans le men's work, je parle en mon nom. C'est pas tu sais quand les gens tuent. Bref. Oui, j'assume pleinement ce que je dis et je l'incarne. Voilà, j'assume pleinement ce que je dis et je l'incarne. Je me mets face à la mort et je me rappelle que oui, c'est cool, la colère peut être un starter, mais c'est pas un carburant sur le long terme. Et qu'en fait, que quand je suis en colère, je pourris tout autour de moi, en fait. En colère directe, frontale ou passive-agressive, ou les réflexions, Il y a un besoin, en fait, qui a été inexprimé. Exactement, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé, et c'est vraiment, tu sais, comme sur une radio, des taches sur un poumon de fumeur, c'est la même chose. Il y a des taches émotionnelles, de nœuds émotionnels, énergétiques qui sont en moi, qui doivent être libérés, et qui vont pas se faire en une session vite fait, mais qui va se faire de façon progressive. Mais on part déjà dans le gros, et après on affine. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'est-ce que je vais offrir à mon fils, à mon beau-fils. Qu'est-ce que je vais leur laisser, en fait? Et qu'est-ce que je vais leur laisser? Moi, j'en ai rien à foutre des patrimoines, de l'héritage financier, etc. Oui, mais c'est du bonus, tout ça. Mais qu'est-ce que je leur laisse comme héritage? Pour avoir la vie. Qu'est-ce que j'ai incarné comme père et comme beau-père? Je le répète souvent, en fait, les enfants n'ont rien à foutre de ce qu'on leur dit. Ils vont regarder qui on est.
Ouais, mais c'est justement ce rôle de père qu'on nous apprend pas, ou de rôle de mère, on n'apprend pas aux gens à avoir. Tu vois, si du jour au lendemain, t'es un être humain, on te demande déjà d'être un adulte, et d'ailleurs, on te demande en plus de jouer le rôle du papa. C'est pas évident pour un homme, du coup, face s'il a pas travaillé sur lui. Bah, si tu souffres. Non, mais moi, je suis d'accord. Tu souffres. Voilà, c'est pour n'importe qui, en fait, n'importe quel être. Au bout d'un moment, si tu te tapes la tête constamment et tu comprends pas que ça fait mal ou t'acceptes que ça fasse mal, bah oui, au bout d'un moment, il y a de la corne, là. Ça... Et l'amour dans... Ah, l'amour. Mais de quel amour on parle? C'est d'apprendre à s'aimer. L'amour, ça blesse. L'amour, il est pour rien. L'amour, c'est, point. C'est comme l'argent, dire l'argent, c'est à cause de l'argent que... Non, l'argent, c'est une énergie, point barre. L'argent, c'est ce que t'en fais. Donc là, on parle de quoi? On parle de l'amour amoureux, on parle de l'amour en tant que nature véritable. C'est ce qu'on nous sommes. De quel amour on parle là? Je dirais l'amour de soi. En tant qu'être humain, c'est en tant qu'homme. Mais moi, je te dirais, définis aimer. Ouais. Tu vois, des fois, je me supporte pas. Et il y a des fois, je me dis, ouais, pas mal, Jérôme. Je peux passer par plein de phases. Ça veut pas dire que je m'aime pas, tu vois. Et je vais pas brandir, oui. Tu vois, si tu me disais aujourd'hui, Jérôme, est-ce que tu t'aimes? Globalement, j'ai appris à m'accepter. Je dirais plus, mais je m'accepte. Tu vois, c'est plus qu'un jugement de j'aime ou j'aime pas. Je m'accepte, en fait. Je m'accepte. Des fois, je parle avec ma femme et je dis des saloperies. Et je la regarde et je dis, putain, je viens de dire ça. Et je dis, waouh, ok. Bon, bah, c'est une information. La différence, c'est que je vais pas me juger ou je vais pas me détester. Je vais pas me flageller. Tu fais un pas de côté et te dire, ok. Juste, c'est une information. Ok. Là, je viens de sortir un petit truc et. Ok. Ouais, c'est qu'il y a je croyais que c'était réglé, c'est pas le cas. Ouais. Ok, on va corriger, on va affiner le tuner, tu sais, de la radio, là, pour que ça grésille moins. Et voilà, on passe à autre chose. Ouais, mais les mecs, en général, Des désolé. hommes! Ah, ça. Des hommes! Ah, merde! Qu'est-ce que ça dit de toi? Mec, homme. Alors, c'est vrai que les hommes. Ah, si c'est après, selon la langue française, américaine, finalement, tu vois, on dit man. Je vais dire les gadgets, alors. Mais moi, tu peux, je suis de Marseille à la base. Donc, les gadgets et les gadgets, c'est ce qu'on utilisait lorsqu'on était plus jeune. Pas, avec tout l'amour que j'ai, je kiffe les Marseillais, mais non, c'est pas le cas. Mais l'homme, en général, d'ailleurs, pourquoi l'homme, tu vois, parce que l'homme, on utilise l'homme aussi pour la femme et l'homme. Donc, c'est pour ça que, moi, je mets de côté. On sait. Voilà. Faut repartir en. Ouais. C'est pas le sujet du jour. Je suis d'accord, absolument, je suis d'accord, mais. L'homme masculin, on lui a pas appris à écouter ses émotions, à être en capacité de serait-ce que même d'apprendre à s'aimer. Finalement, il y a une forme de jugement depuis l'enfance sur le petit garçon, sur le fait que le petit garçon, il doit être fort, le petit garçon, il doit réussir, le petit garçon, tu vois, toutes ces charges mentales finalement à l'homme qu'on lui apprend. Alors, moins sur cette génération actuelle où on apprend encore plus aux enfants à écouter leurs émotions, peut-être même pour certains beaucoup trop, je dirais. Après, trop par rapport à quoi, par rapport à qui, mais ça, c'est ma perception des choses. Ou à un moment donné, faut pas non plus qu'on arrive à avoir une génération de fiottes en latin. Voilà, de fiottes. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est franchement, je suis désolée pour ceux qui nous écoutent dans la génération Z, ou même là, j'ai peur pour la génération alpha, mais il y a quand même plus une tendance à la fragilité. Alpha, c'est un peu la prochaine? Oui. Ah bah, ok, intéressant. Oui. Intéressant. Ouais, moi, je vois un retour au traditionnalisme. Et je vois un retour assez traditionnaliste dans plein de domaines. On peut en parler après. Hein. Il y a vraiment une opportunité de redesigner les choses. Tout est cyclique. Moi, j'ai pas de jugement en fait sur les générations d'avant et les prochaines. Je parle souvent de Ibn Khaldun, qui est le père de la sociologie moderne, qui est un Tunisois du XIIIe siècle, et qui disait, il avait dénombré en fait 4 périodes majeures en fait cycliques qu'il avait remarquées dans l'époque, dans l'histoire humaine. Il y a toujours un moment donné où il y a un ordre établi qui va être renversé par une révolution. Ça peut être 68. Par exemple, et qui après va être pérennisé par la génération d'après, voire 2 générations, qui après va être remise en question, et après, à nouveau, une nouvelle révolution qui va venir, sociale, culturelle, enfin, peu importe. Bon, il y a beaucoup de femmes, ou même d'hommes, mais c'est plus les femmes, on dirait, qui prennent la défense des hommes pour dire oui, mais les hommes, ils n'ont pas pu faire ça. Et c'est cool. Je laisse ce discours à d'autres parce que c'est dit, redit, et ça peut devenir une machine d'excuses aussi pour les égos masculins. Aussi. Pour moi, maintenant, on reprend notre responsabilité. C'est pour ça que j'adore le men's work, j'adore le. Tu vois, quand on fait du men's work, on vient pas dire, alors voilà, moi, j'ai pas pu exprimer. Voilà, ok, tu le dis une fois et on en parle plus. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si tu devrais exprimer quelque chose, il y a ça, tu vois. Et là, la colère et là, c'est quoi qui vient de passer? Là, c'est de la colère. Ok, on va aller explorer ça. Ouais, mais non, c'est réglé, parce que j'ai vu un chaman au Pérou, ferme-la, on va aller explorer ça, parce que c'est ça qui doit explorer. Ok, donc en fait, derrière, on va explorer. On enlève le ferme-la, on va. Ouais, non, mais oui, mais on c'est le Roland de légionnaire qui sort. Côté homme, masculin, tu vois, alors que non, en fait. Des fois, faut être cash. Je te jure que des fois, faut être cash. Tu es cash comme ça avec une femme, ça passe pas. Si. Ah, si. Ouais. Ma femme, elle en a pris plein. Tu vois, j'en prends plein aussi, mais il y a des fois, des femmes. Oui, non, parce que c'est bon, ça Oui, mais derrière, en fait, il y a pas ce côté, non, mais c'était trop violent pour moi. Oui, mais c'est pour ça que j'accompagne pas les femmes. Ou j'accompagne des femmes qui sont dans leur masculin et qui s'entendent bien avec les hommes et qui me disent, voilà, ou des femmes qui sont carrément lesbiennes qui me disent, non, moi, je kiffe être avec toi, Jérôme, parce qu'au moins, on peut se parler clairement, tu vois.
Et je dis, ouais, ça me va, tu vois. Et la colère, justement, cette colère dont on parle, les hommes qui n'ont pas pu l'exprimer, ils peuvent l'exprimer à travers quoi? À travers ton accompagnement? À travers l'accompagnement. Oui, mais d'accord. À travers. Mais d'accord, mais tu- bon, tu c'est vois, bon, tu as un c'est toute la tips, poêle dans la forêt, et puis... Non, c'est pas ça. c'est Il quoi? faut surtout pas réduire à ça. Surtout que le présentiel, c'est à peine 20% Mais justement, de ce c'est qu'on pour fait. ça, la Il y a part plein de derrière. choses. Moi, vraiment, on est spécialisé avec ma femme et moi, je suis spécialisé dans la gestion des émotions, de l'ego et de sortir Pourquoi de un homme l'histoire. a de l'ego? L'ego, par exemple, tu Tout mets le monde a de quoi? l'ego. Des non, fois, les mais- femmes elles me disent que oui, les hommes ont beaucoup d'ego. Non, mais tu les vois. femmes aussi, bien évidemment. Et ouais, mais là, dans les hommes que tu accompagnes aujourd'hui, en général, il y a de la quoi? La peur du jugement de l'autre. Il y a, Oui, c'est très emmerdifiant. On entend toujours les mêmes trucs. Hein, ouais, non, mais oui, mais pour c'est toi. toujours les mêmes trucs. Mais ceux qui qui ressortent. nous écoutent, pas forcément. Oui, la peur du jugement. T'as des hommes, ils vont arriver. Ah, moi, les femmes aussi font beaucoup ça, mais t'as toujours quelques-uns qui te disent, ah, moi, j'ai une histoire assez particulière. Non, elle n'est pas particulière, ton histoire. Chacun a ses histoires, mais les blessures sont toujours les mêmes. Tu vois, je vais pas citer Lise Bourbeau, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais c'est toujours les mêmes blessures. On les a tous, en tant qu'être humain, on a tous de l'humiliation, de l'injustice. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop égotrip et égocentrique, chacun, finalement, à se dire à grossir, finalement, l'impact de nos problèmes? Oui, puis surtout, c'est se sentir unique par nos blessures, mais sans toi unique par ta grandeur, pas par tes blessures. Tu vois, oui, on va aller explorer tes blessures, et puis viens, vas-y, c'est bon, après, on les enterre, on pisse dessus, on les brûle, et on n'en parle plus, quoi. Tu vois, j'adore une ethnie amérindienne qui a une technique. Un peu de colère, là, un peu de colère, là. Ouais, on parle, mais clairement, ouais. non, c'est plus de l'irritation, en fait, Non, mais la des colère égos. saine, hein, tu vois, dire, Bien sûr. ouais, je suis pas En fait, je me fais pas emmerder par des clients, des fois, qui veulent m'emmener dans leur truc, pleure, exprime ce que tu as à pleurer, mais sois pas un pleurnichard. Ça, tout à l'heure, j'étais un peu cash, j'ai dit fiotte, parce qu'il y a exprimer ce que tu as exprimé, mais t'as des gars, ils peuvent t'en parler. Chaque fois que tu les vois, il va te raconter son histoire. Il va croiser quelqu'un, il dit oui, alors moi, il m'est arrivé ça, etc. Tu sais, tu veux un cracker? Moi, il m'est arrivé ça. Mais tu nous saoules. Tu nous saoules à trimballer ton malheur, tu vois. Positionne-toi, règle ton truc. Il y a des gens, ça leur convient de rester comme ça parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Ces gens-là, ils montent pas dans mon navire. Tu vois, très bien. Allez là-bas, allez faire vos trucs là-bas, les pleurnichers ensemble, très bien. Mais ça rentre pas dans mon écosystème, ça rentre pas dans mon paradigme. Si tu as un désir, je le répète, si tu as un désir ardent d'explorer d'autres espaces de toi, let's go, allons-y. C'est quoi, ça serait quoi? Je parle pour ceux qui nous écoutent. Hein. Explorer une part de soi. Bah déjà, explorer, qu'est-ce que tu serais sans ton histoire? Qu'est-ce que tu serais sans te rattacher toujours à ce trauma? Donc, oui. Tu vois, même le mot trauma, quand on me dit, ouais, j'ai beaucoup de trauma, c'est des pancartes. Tu sais, c'est les gens qui se battent avec les pancartes. Tu vois, de victimisation. Il m'est arrivé ça, mais on le fait tous, je l'ai fait. Oui. Des fois, quand je parlais de mon histoire avec mon père, une fois, j'ai un mentor, il me dit, pourquoi tu parles de ton père? Et tout, j'étais en mode, c'est vrai, mais pourquoi? Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Bah oui. Mais pourquoi? Je te pose la question. Parce que c'est une référence dans mon histoire. Maintenant, j'en parle différemment. Oui, mais à l'époque, pourquoi, avec du recul, qu'est-ce qui fait que t'en parlais comme ça? Parce que je me cachais encore derrière lui. Je me cachais derrière lui. Tu prenais pas tes responsabilités derrière, d'aujourd'hui? Parce que ma croyance, c'était que mon père avait un tel CV que jamais j'arriverais à son niveau. Et il y a plein d'hommes qui passent par là. Il y a plein d'hommes qui sont en mode putain, jamais j'égarerai mon père. Ou à l'inverse, je supporte pas mon père, il faut absolument que je le dépasse. Et moi, mon père, c'était un monument. C'est un monument. J'ai des lettres chez moi de manuscrits de 2 pages de Gaulle qui dit cher ami, j'ai besoin de vous. Et mon père, c'était pas un col blanc dans les bureaux. C'est un mec qui s'est fait l'arme en poing, tu vois. Donc, c'est des mecs qui envoient du lourd. Et il m'a jamais écrasé avec ça. Le pire, c'est mon père, tout ce qu'il demandait, c'était des câlins, de la douceur. Il avait ses côtés colériques. Qu'est-ce qui fait que tu t'es positionné comme ça? C'est moi, parce que j'ai vu les états de service, j'ai vu le regard admiratif. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Au début, je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire mon truc. Je vais pas le faire par les armes. J'ai commencé à faire en concurrence avec lui, finalement. Exactement, mais bien sûr. Et j'ai la première vraie coach que j'ai eue qui s'appelle Adama Badian, qui est une femme extraordinaire. Mon premier coach était une femme. Il y a eu ma mère aussi. Hein. Mais et donc Adama Badian, il y a presque 10 ans maintenant, elle m'a dit, tu sais, à l'ombre du grand chêne, rien ne pousse. Mon père était un chêne avec des ramifications tellement énormes pour moi qu'il fallait que je me casse. C'est pour ça que je suis parti au Japon. Il est intéressant pour moi. Pour moi. Oui. Pour moi. Mais, oui, mais il a tout son sens. T'as des hommes qui méprisent leur père. T'as des hommes qui en veulent à leur père. T'as des hommes qui supportent pas leur père. Moi, j'admirais mon père. En même temps, j'ai de la colère envers lui, évidemment. Parce que j'ai estimé qu'il s'était pas positionné sur ça et ça et ça. Mais c'est facile de critiquer quand t'as un petit con de 15 ans ou 20 ans et que j'ai pas le 10e de sa vie et de sa responsabilité. Et puis, c'était un homme surtout derrière le bras du père aussi. Avec Bien ses sûr. propres blessures. Et il a fait le taf. Par rapport à de là où il partait, il était en kit même physiquement. Il a fait le taf. Et derrière, du coup, après, qu'est-ce que tu as? Alors déjà, je me suis barré. Je suis parti au bout du monde. 6 mois après que j'arrive au Japon, mon père est mort. Je reçois un appel de ma mère. Elle me dit, bon, voilà, il est mort. J'étais pas le bienvenu à l'enterrement, ni ma mère. Donc, ni elle, ni moi avons pu aller à l'enterrement. C'est OK. De toute façon, je serais pas venu. Parce que mon père, c'est pas une tombe. Il y avait quoi derrière cette colère à ce moment-là? Alors, il y a eu la colère déjà, j'aurais voulu m'expliquer avec lui, parce qu'il y a certains trucs que je lui reprochais.
Donc il y a une frustration de putain, maintenant que je suis en âge j'arrive à peu près à être un homme, je commence à avoir 3 poils sur le menton, je peux pas m'expliquer avec lui. J'aurais aimé apaiser ces espaces en moi de colère. Sauf que mon père à cette époque-là commençait à perdre la tête, donc déjà il était plus vraiment là. On avait pu se dire au revoir. On s'était pris dans les bras une dernière fois et je savais que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Et quand j'ai fermé la porte de la clinique, je savais qu'on se verrait plus et ça a pas loupé. 8 mois plus tard, il disparaissait. Il y avait la colère aussi de me sentir seul. La colère aussi, la honte d'avoir un petit rectus limite de maintenant je suis le seul homme et j'ai plus mon bord, concurrent. Tu vois, je suis au Japon, c'est Tokyo, c'est open bar. La vie devant moi. Et je l'ai dit plusieurs fois, il y a des gens qui ont été choqués. J'ai remercié mon père d'être parti, de me faire le cadeau de partir. Ouais. Tu vois, c'est comme si en fait tu avais mis sur le poids sur lui du fait que tu n'avais pas ta place. Absolument. En fait. Et maintenant que moi je suis père, des fois je me dis putain, si un jour mon fils il dit ça de moi, ça me fait j'ai un frisson dans le dos. Et en même temps, je me dis de toute façon, en constellation familiale, on dit que nos enfants doivent être un peu plus puissants que nous. C'est ok. Et de toute façon, je laisserai ma place à un moment donné, dans quelques dizaines d'années, je laisserai ma place, que ce soit symboliquement ou physiquement. Et que du coup, vu que ton père était décédé et que tu n'as pas pu lui dire les choses, comment t'as fait pour évacuer cette colère que tu ressentais? J'ai picolé. Ouais. Ouais. Les femmes, la boxe, j'étais tellement en colère que je faisais de la boxe anglaise et des fois j'allais sur le ring, le cliché, mais j'étais en mode tap. Il fallait que ça sorte en fait. Ouais. Je détestais mon corps étant ado. Donc, je me suis fait un corps à la boxe. En fait, je m'entraînais 6 fois par semaine en mode les écouteurs avec du gros rap dans les oreilles et la nuit avec le hoodie en train de courir. J'allais en courant à l'entraînement, je revenais en courant avec les voies ferrées. Beaucoup de colère. Ça faisait un bon truc de film, mais j'étais en colère. Je pensais. J'étais en colère. Contre quoi? Mais je savais pas. Je me sentais seul, je me sentais perdu à Tokyo. En même temps, tout le monde m'enviait ma vie là-bas, mais je galérais financièrement. Mon père m'a laissé de l'argent, mais j'étais en colère aussi de pas savoir le gérer. J'ai fumé, et j'ai bu et j'ai mangé l'héritage de mon père parce que je savais pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à partir du quel moment il y a eu le déclic où tu t'es dit là, c'est là? Est-ce qu'il y en a eu un déjà ou pas? Ouais. Peut-être que ça a été progressif parce que peut-être que les gens aussi, les gens peuvent attendre aussi à un moment donné qu'il y ait un truc du jour au lendemain que ça fasse. Non, ça comme peut être l'éveil. souvent Il n'y un a pas travail un éveil, sur en fait. soi. Si tu devais le définir en quelques mots, ça serait quoi? Quelques mots quand même d'un gros travail, hein, mais. La boxe anglaise a été déjà un premier exutoire, mais ça avait ses limitations en termes d'amour justement, de nature véritable et de profondeur mystique. Donc j'ai été vers le soufisme. C'est quoi? C'est la branche mystique de l'islam. Donc j'ai été vers le soufisme. Je parle pas religion. T'es quelle religion? T'as une barbe? T'es marié à une Algérienne, donc t'es musulman. Je parle pas religion. Ça sert à rien de venir me voir et me dire. Par contre, j'ai été vers le soufisme qui est Burton aussi avait été. Je parlais de Sir Richard Francis Burton, a été vers le soufisme aussi. Ça m'a beaucoup apaisé. Parce qu'ils sont vers un travail introspectif, de connexion au divin par l'introspection, et non pas de l'ésotérisme, et non pas de l'exotérisme. Donc c'est vers l'intérieur, non pas vers l'extérieur. Mais toutes les branches mystiques de toutes les religions ont cette approche. Ensuite, il y a eu... te réapproprier en fait le pouvoir. Ouais, absolument. Et puis la découverte de Rumi, Maulana, le maître Rumi, et de Shems, qui m'a apaisé avec cet aspect amour universel, parce que je savais que moi j'avais énormément d'amour. Au même endroit où j'avais beaucoup de colère, j'avais énormément d'amour. Tu savais pas quoi en faire. J'étais en colère après moi, j'étais rarement en colère après les autres. Même quand tu t'énervais envers les autres, mais c'est colère envers toi-même. Je cassais des choses où je me blessais moi plutôt que d'aller frapper ou agresser quelqu'un. C'était moi j'étais en colère après moi en fait. Mais il y a des gens en fait qui ne posent pas ces mots-là et qui finalement s'énervent contre les autres, alors que la première personne vers laquelle ils s'énervent, c'est eux-mêmes. C'est ça. Après, je me battais aussi, mais il y a eu ça. Après, il y a eu le silat, le vrai silat indonésien, Malpatiput. C'est un art martial self-défense qui a 600 ans, qui est indonésien. Tu me parles, hein. Ouais. Mais là, j'allais plus en profondeur. Déjà, j'avais plus cet écosystème, cette spiritualité. On méditait, on alignait les chakras, on faisait la prière. Donc du recentrage, principalement. Ouais, beaucoup de recentrage, mais c'était du combat. Puisque mon maître de l'époque m'a envoyé après au championnat du monde de 2012 à Anvers. Alors j'en faisais que depuis 1 an et demi, mais comme je m'entraînais beaucoup, il m'y a envoyé avec mon meilleur ami sénégalais. Alors c'est marrant parce qu'il y a un grand blanc, un grand noir qui représentait le Japon. On était la délégation japonaise. Personne ne comprenait, un français, un sénégalais. Ouais, c'était cool, mais il y avait toujours encore beaucoup de colère. Ensuite, je suis rentré en France, case Légion étrangère, où là, il y a eu un truc où je me suis plus ancré, je me suis calmé un peu. Il y avait aussi beaucoup de... Voilà, j'ai vite été responsable de ma chambre. Les sous-officiers m'ont vite donné des responsabilités. J'étais responsable de 4. On était un quadrinôme, parce que tu sais, quand t'es français ou francophone, tu dois gérer des non-francophones pour les accompagner dans leur insertion en fait dans la vie militaire et en français. Donc le fait d'être au service, ça m'a apaisé. Mais la façon dont l'armée exprimée il y a de l'amour, il y a toujours de l'amour. Je cite souvent un de mes mentors, Yunus Jonas, qui lui-même s'inspire du courant miracle et qui dit que
On va pas dire toutes les interactions humaines, parce que tu auras toujours un qui dira ah oui mais ça, on va dire 99,9% des interactions humaines sont des appels à l'amour ou des expressions d'amour. Oui, bien évidemment. Même les crimes, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Et à l'armée, il y a de l'amour. La plupart mais vu que tu as positionné ça là, faut juste qu'on démystifie le truc. Ouais. Sur les crimes par exemple ou des choses comme ça, où est-ce qu'on peut parler d'amour quand il y a souffrance? C'est des gens qui tuent par amour, mais parce que c'est leur perception et leur lecture et de comment ils expriment l'amour qui a été, comment dire, biaisé, qui a été formaté par l'ego. Tu vois? Ou quelqu'un qui a été battu qui va battre à nouveau. Quelqu'un qui a été battu et son père le dit je te bats parce que je t'aime, il va battre à nouveau parce qu'il aime et lui va croire que c'est de l'amour. Alors qu'il souffre. Alors tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Et comment tu te désengraines de ça? Déjà, c'est poser de la conscience. Poser la conscience que mon système, ma façon d'aimer, je veux dire, si je suis dans un système dysfonctionnel d'aimer, ma façon d'aimer est dysfonctionnelle puisque je crée de la souffrance. Et ça, il faut que je prenne conscience que je crée de la souffrance. Oui, que je suis mon propre créateur. Exactement. Et au bout de 1, 2, 3 divorces, mes enfants me parlent plus, on me fait des procès, je marche dans la rue, je m'embrouille. C'est ce qui m'est arrivé il y a 20 ans. Au bout d'un moment, j'étais tellement en colère, je marchais dans la rue, je m'embrouillais. Et puis énergétiquement aussi, on dégageais de la colère. Donc, je polarisais des gens en colère. Donc, au bout d'un moment, quand je vois que, et par amour, parce qu'avec ma femme, on parle souvent de contrat d'amour, contrat d'âme, contrat d'amour, par contrat d'amour, j'attirais des miroirs qui venaient me montrer, je vais te montrer tout de suite à quel point tu es en colère. Et donc, je me retrouvais avec quelqu'un en face de moi qui était aussi en colère que moi. Et à partir du moment où j'étais plus en paix, je me suis mis à polariser d'autres personnes. Donc, des gens qui vont être dans la violence, etc., qui ont été conditionnés comme ça, d'où l'importance de l'enfance, de l'entourage, dans quel quartier je vais grandir, l'environnement, et la pauvreté. J'ai fait tout un travail avec ma femme, on fait un travail sur notre éducation financière. On apprend à sortir à désosser tous les relents de mindset de pauvreté qu'on peut avoir. On accompagne nos enfants à avoir un QI financier, à avoir une intelligence financière, à savoir s'entourer, à reconnaître les gens qui clignotent. Personne n'a problème. Et à pas chercher à les sauver. Inspire par qui tu es. Voilà, on accompagne nos enfants là-dessus parce que moi j'ai baigné là-dedans. J'ai eu la mentalité de quartier, je me suis déconditionné de cette mentalité. J'ai jamais eu une mentalité de pauvre. J'ai été fauché longtemps dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai roulé sur les jantes très longtemps. Comme je l'ai dit, je cramais l'argent. Quand je fais ça, moi j'avais plus de gaz, plus d'électricité. J'ai déjà dormi dehors. J'étais hébergé sur des canapés pendant des mois et des mois. Quand je me suis posé avec ma femme, j'étais au bout du bout. Ça faisait 6 mois que je dormais des Airbnb en canapé, quoi. Donc mon déclic, ça a été ça en fait. J'étais arrivé au bout du bout. Plus de plan B, plus de plan C. Mais j'avais fait un gros taf sur moi. J'avais 10 ans de taf sur moi derrière, où il y a eu, comme je t'ai dit, boxe, soufisme, silat, légion. Je respecte et je remercie avec amour chaque espace dans lequel j'ai cheminé, dans tous ces espaces qui m'ont apaisé et qui m'ont montré de nouvelles facettes de moi. J'ai reçu beaucoup d'amour à la Légion. J'ai reçu beaucoup d'amour dans les salles de boxe. J'ai reçu beaucoup d'amour au silat. J'ai reçu beaucoup d'amour dans le soufisme. J'ai été guidé, aimé, protégé constamment de façon divine. Parce qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est que les hommes en général qui viennent me voir, ils savent que j'ai une foi absolue. Mais ce que tu veux derrière, je parle pas de religion, ça m'intéresse pas. J'ai bien entendu, ouais. Ça sont les livres, les dogmes, il y en a que ça rassure, c'est le code pénal, si tu veux. Parle-moi comme parlait Maître Rumi, Maulana Rumi, parle-moi d'amour, parle-moi de cette énergie divine puissante qui nous relie tous, et nous sommes tous ce un là. Et qui n'est pas au niveau de l'âme, au niveau du cerveau, mais qui est réellement plutôt dans le ressenti. Exactement, et c'est vers ça que j'emmène les hommes. Se reconnecter à soi-même. Oui. Voilà, ça c'est les belles phrases. Oui, c'est ça. Il y a plein d'hommes qui disent je veux me reconnecter à toi-même. Ok, vas-y. Mais ça va secouer, mais let's go. Oui, non, mais on est d'accord. Tu mettrais quelle phrase du coup? J'en mets pas. Ils savent. En général, ils savent. Okay. Tu sais, j'adore ce film avec Bradley Cooper qui est pas très connu où il est genre militaire, Hawaï, et il est face à un homme et ils se regardent tous les deux, ils sont collés. On sait pas s'ils vont se taper, s'ils vont se prendre dans les bras, s'ils vont s'embrasser, s'ils vont se mettre un coup de boule. Et c'est hyper malin ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que les deux gars se regardent et là on voit des sous-titres. En fait, c'est le parler d'homme, en fait. Il n'y a pas de mots. Et souvent, c'est ça, en fait. Mais je pense qu'en réalité, la vie, c'est ça. C'est en fait de l'énergie qu'on se transmet les uns aux autres qui est beaucoup plus puissante que les mots. Absolument. Et c'est des espaces où il n'y a pas de mots. Pour moi, le nectar de l'accompagnement et de l'expérience que je vais vivre avec les hommes, c'est le silence. C'est quand on arrive enfin dans un espace de silence. Il sait que je sais qu'il sait. On se prend dans les bras ou pas. Et c'est bon. Il est prêt, en tout cas, pour ce qu'il doit vivre, pour ce qu'il doit expérimenter, et on est là. Merci Géraud. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Le Mal du siècle.